Donc, rapidement, je reviendrai tout à l'heure dire en quelques mots ce qu'on pense à Diamart être les chantiers plus opérationnels des défis que ça vous pose aux enseignes. Juste en quelques mots, pour mettre un petit peu de recul, on va dire. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est l'intérêt de ce qui se passe, c'est que ça nous oblige à nous reposer la question d'à quoi ça sert tout ça. On dit le promo, ça sert à faire du recrutement et de la conquête. Le pro, ça sert à aller tirer loin, à conquérir. Je ne sais pas, moi, si c'est vraiment vrai. Quand on fait 70 ou 80 opérations par an, sérieusement, est-ce que vraiment ça recrute? Est-ce que c'est vraiment de la conquête ou est-ce que c'est pas plutôt de la fidélisation pour conserver les clients qu'on a déjà? Est-ce que c'est pas défensif? Et finalement, est-ce que la réponse est la même selon qu'on est, tu parlais de l'alimentaire versus non alimentaire, si on est sur des produits où le client a une appétence pour le produit et où le catalogue sert en fait à découvrir l'offre, les prix, pensez à Lidl, pensez à du non alimentaire sur des catégories impliquantes, à des produits de saison, etc. Ou si c'est finalement un prospectus qui sert, une promo qui sert à déplacer à la marge les 5-10% clients qui vont aller une fois chez l'un, une fois chez l'autre en fonction de l'intensité promo du moment. Voilà. Donc ça nous oblige à nous reposer des questions de ce type-là et vous allez voir que c'est important. Et en fait, ce que ça dit, c'est qu'il n'y a aucune grande phrase générale, comme aiment bien faire les consultants, qui soit vraie sur la promo. La réponse presque systématiquement, c'est ça dépend. Et le ça dépend, il est important parce que ça veut dire qu'en fait, tout ce dont on discute ici, c'est de remplacer, c'est pas tellement de remplacer du papier par du digital au fond qui est important. C'est que le prospectus, c'est un outil multitâche, c'est du napalm, c'est du tapis de bombe. Et on passe d'un schéma dans lequel on remplace une action extrêmement puissante de bombardement à haute altitude avec un outil unique qui essaie d'adresser toutes les cibles, tous les scénarios, tous les types de produits, toutes les occasions, etc., à quelque chose qui est plutôt du jazz marketing ou de la frappe ciblée, mais j'aime mieux l'image du jazz marketing quand même, où vous avez des choses extrêmement précises avec des notions de rythme différenciées selon les instruments, etc., et où chaque composante de votre dispositif promotionnel va avoir un rôle extrêmement précis. Et donc, vous devez passer d'une logique de tapis de bombe à une logique de plan d'activation et que ça change très profondément la façon de travailler. Quelques exemples pardon, quelques exemples de ce que ça change sur la façon de travailler. Quelques exemples de ce que ça change sur la façon de travailler. Bon, raté. On peut revenir, s'il vous plaît. Spécial. Donc, la première chose, c'est que, admettons, pour faire simple, vous envoyez avant 300 produits dans un pros. Aujourd'hui, vous allez en pousser peut-être, mettons, 6. Et puis, comme vous avez un taux de lecture qui est peut-être la moitié sur du digital que ce que vous avez sur un pros, et encore, je suis optimiste, ça veut dire, pour dire les choses de manière bébête, la précision pour garder le même impact doit devenir 100 fois plus forte avec un outil digital qu'avec un prospectus, si vous voulez garder le même impact de drive to store et de déclenchement d'achat. Donc la précision est le premier enjeu, évidemment. Deuxième enjeu, c'est que si vous dites j'ai besoin de passer au jazz marketing avec plein d'outils, un écosystème plus compliqué sur ma promo, plein de messages ciblés à des gens personnalisés, je ne sais pas, on reviendra sur l'idée de la personnalisation, il faut rester calme avec ça. Mais en tout cas, on voit bien qu'on va vers des choses beaucoup plus massives en termes de production, de nombre de stimuli et de diversité des stimuli. Ce n'est pas du tout la même façon de travailler. On verra tout à l'heure qu'il y a des choses qui permettent de faire ça, que la technologie aide évidemment à faire ça. Mais enfin, c'est un changement très radical de la façon de travailler à la promo. Il y a l'évidence qui est que si vous dites je personnalise pour envoyer au client la bonne information hyper ciblée, etc., ça veut dire que quelque part vous partez du client. Si vous partez du client, vous partez plus des budgets trade, ou en tout cas pas de la même façon. Comment on fait pour sanctuariser la source de revenus considérable que représente la promo? En termes d'organisation, bien sûr, il faut des profils différents. Il y a une bascule technologique à faire et digitale de vos équipes promo par rapport à comment vous avez pros avant, ce pas tout à fait les mêmes compétences. Mais au-delà même de ça, si je veux fabriquer de manière massive des stimuli beaucoup plus ciblés et précis, le type de relation entre les achats, le marketing opérationnel, etc., absolument plus rien à voir. Et donc là, c'est toute l'organisation de la centrale qui est remise en cause pour rendre possible une production massive à moindre coût. Et enfin, last but not least, une chose qui est très frappante avec toutes les enseignes avec qui je parle, y compris dans des secteurs où on ne l'attend pas, comme le prêt-à-porter par exemple, tout le monde dit c'est l'opportunité, ça, de déplacer
le raisonnement promo de quelque chose de très national, éventuellement avec des clusters de magasins avec plusieurs vitesses, mais enfin où je raisonne globalement très national, à quelque chose de très local dans la réflexion, voire dans l'opérationnalisation, y compris en rendant la main au magasin de manière beaucoup plus forte que ce qu'on faisait avant. On comprend bien qu'avant le magasin, qu'est-ce qu'il avait comme levier? Il disait, ouais, je pense que cette zone-là, tu devrais distribuer un peu plus, un peu moins. Dès l'instant où on passe sur du jazz marketing, le magasin peut devenir acteur au moins d'une partie et régler en fait les rythmiques et les musiques de manière beaucoup plus forte. Cela étant, tout ça, je ne voudrais pas qu'on oublie quand même le plus important. Ce que ça dit surtout pour les enseignes, c'est que si c'est plus sophistiqué, plus cher, plus coûteux de fabriquer du trafic, ça veut dire que c'est bien si le trafic il vient plus tout seul. Et donc, ça va de pair avec une réflexion beaucoup plus structurelle, j'ai envie de dire profonde, des enseignes qui dit devenez des marques, construisez un contenu extrêmement fort, singulier, qui fait que vous êtes désirable, pas parce que vous avez un pros et une promo qui va durer 2 semaines, mais parce que vous êtes structurellement la meilleure enseigne. C'est pas pour rien si les enseignes qui ont arrêté le plus vite en non alimentaire, globalement, c'est des enseignes qui ont des positionnements et des aspérités de positionnement très forts. On voit bien que ces gens-là, ils font de la promo, hein, ils font du pros pour certains d'entre eux, hein, mais on voit bien que c'est pas. Je suis toujours embêté quand il faut donner des exemples, mais je vais le dire volontairement sur des gens que j'aime bien, ils savent que je les aime bien. Mais entre la charge, la désirabilité de Decathlon et la désirabilité de GoSport, ou la désirabilité de Laura Merlin et la désirabilité de Bricorama, on voit bien qu'on ne boxe pas dans la même cour. Et donc le besoin de promo, la dépendance que vous avez à la promo pour fabriquer votre trafic quand vous êtes une enseigne plus faible n'est évidemment pas la même. Donc la première urgence, ce n'est pas de régler vos outils digitaux, etc. On va voir, il y a des trucs géniaux et c'est super important. Mais la première urgence, c'est de fabriquer du pull en plus du push. Ensuite, une fois que vous avez dit ça, il y a quand même des sujets qui font que ce n'est pas si simple. Ça fait des années qu'on parle de la data, du client, de la personnalisation, etc. Ça fait des années qu'il ne se passe quand même pas grand-chose de spectaculaire en matière de distribution physique. C'est un peu moins vrai sur le digital. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. De manière un peu simpliste, si vous parlez des clients, c'est-à-dire les gens que vous pouvez travailler, vous connaissez leurs achats, vous savez ce qu'ils ont acheté chez vous. Surtout si vous avez un programme de feed massif. Même quand vous avez ça, ça ne veut pas forcément dire que vous avez une capacité de prédictivité si géniale. Je me souviens d'une discussion avec le patron de la data et du digital d'Etam qui me disait j'ai des millions de clientes en base sur qui je ne sais rien parce qu'elles viennent en moyenne 3 fois par an. Comment veux-tu qu'avec 3 informations par an sur leurs achats, j'ai une quelconque prédictivité sur le 4e achat, le prochain achat qu'elles font? Donc en fait, j'ai plein de clients sur qui je ne sais rien dans ma base de données, donc je ne peux rien en faire. Il y a des métiers dans l'alimentaire notamment, on a évidemment beaucoup plus d'informations avec une fréquence d'achat beaucoup plus élevée, mais c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on aimerait, et on est encore au bas de l'escalier sur la capacité d'avoir une vraie prédictivité. Aujourd'hui, les segmentations, les niveaux de personnalisation qu'on a dans beaucoup d'enseignes sont honnêtement encore en progrès, on va dire ça. Ensuite, vous avez le niveau des gens qui ne sont pas forcément vos clients, pas basés sur les achats, mais qui sont vos shoppers, qui viennent dans votre magasin ou surtout qui viennent sur votre site. Donc on fait du retargeting, on fait du critéo, il y a des tas de choses qui commencent à être extrêmement intéressantes, voilà. À condition d'avoir un digital puissant, parce que encore faut-il que les gens viennent sur votre site marchand déjà. Et puis il y a la grande question qu'on n'a pas craqué pour le moment, même si ça fait des années qu'on en rêve, c'est j'ai quelqu'un qui vient dans mon magasin, il ne passe pas en caisse, ou avant qu'il passe en caisse, comment je fais pour le stimuler? Parce qu'évidemment, on préférait stimuler les clients avant qu'ils passent en caisse, pendant qu'ils sont encore en train d'acheter, qu'une fois qu'on les a identifiés en leur filant un coupon. Ça, pour le moment, on ne sait pas faire. Et le 3e niveau, c'est de dire on va enrichir tout ça, puisqu'on a peu d'infos sur les clients, on va aller chercher de l'info sur leur comportement via les Facebook, de l'enrichissement avec de la donnée externe. Ok, c'est très bien, mais alors quelle est la contactabilité et comment je peux pousser du message ciblé suffisamment? Donc c'est là qu'on est, en fait, ça reste de la pub ciblée. On est dans un registre assez différent. Donc au fond, il y a vous allez voir la techno, on va voir avec les présentations des use cases, etc. Il y a des trucs qui commencent à être vraiment intéressants. Et en même temps, on voit bien qu'on est loin encore d'avoir un dispositif complètement facile à opérationnaliser. Et donc, moi, mon sentiment, c'est un peu le délit d'opinion, est-ce qu'on est capable aujourd'hui déjà d'avoir une vraie prédictivité et personnalisation forte? Moi, ce que je vois chez mes clients, c'est que dans la très grande majorité des cas, la réponse est non.
On commence à pouvoir faire des choses, mais on est en bas de l'escalier. Le résultat, c'est que du coup, est-ce qu'un plan d'activation qui utilise tout ça permet de remplacer du pros complètement? La réponse est ça dépend. Ça dépend, est-ce que vous êtes sur du non-alimentaire impliquant ou pas. Ça dépend si vous êtes déjà archi-dominant à Luçon et que vous avez une capacité de rayonnement indépendamment du pros qui est très forte ou pas. Ça dépend si vous avez un gros programme de feed, etc. Ça dépend de plein de choses. La réponse est quand même pour le moment encore, c'est work in progress. Et du coup, parce que c'est work in progress et en même temps parce qu'on en a besoin, il va bien falloir qu'on trouve, la nécessité de tester, elle ne fait pas débat. Et donc, voilà, c'est ça qu'on va faire dans les minutes qui viennent maintenant. On va voir quels sont les débuts de réponses, voire les réponses quand même assez consistantes, qu'on commence à pouvoir apporter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est important pour les clients. Parce que quand vous étiez en frappe, en tapis de bombe massif, vous n'avez pas vraiment besoin d'avoir une compétence fine sur les clients, une compréhension fine des clients. Si vous voulez faire du jazz marketing, vous avez intérêt à bien comprendre qui va réagir à quoi, à quel moment, à partir de quel stimuli. Donc, nécessaire pour avoir un ciblage beaucoup plus efficace, la fameuse précision, à condition d'avoir la contactabilité et d'être capable de fabriquer de manière extrêmement massive et industrialisée tous ces stimuli sans exploser vos coûts et votre complexité. Et donc, on va voir maintenant une série d'exemples. Michel, le grand ordonnateur de la partie use case, va nous dire quelques mots. Vous allez voir, même si je dis qu'on est qu'en bas de l'escalier, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent en bas de l'escalier, y compris des gens qui font ça depuis longtemps et qui ont été parmi les tout premiers à l'époque où on n'en parlait pas beaucoup. Vous allez voir à qui je pense. Merci Cédric, merci Olivier pour cette mise en contexte très intéressante et très concrète.